25 ans. 25 années à laver leurs draps, à cuisiner leurs repas, à élever leurs enfants comme s'ils étaient les miens. Et qu'ai-je reçu en remerciement? Une cabane. Une cabane si tordue qu'elle penchait vers la gauche, comme une vieille femme brisée par le poids de ses secrets. Je m'appelle Marguerite Delacroix. J'ai 68 ans aujourd'hui, et cette cabane tordue a changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais pour comprendre pourquoi ces murs penchés renferment le secret le plus précieux de la vallée de Compiègne, il faut que je vous raconte tout depuis le début. Tout a commencé le jour où j'ai perdu mon mari. Dis-nous dans les commentaires depuis quelle ville tu nous écoutes, et commençons l'histoire. Le 14 mars 1973, j'avais 43 ans, et je pensais que ma vie était stable. Mon mari Henri travaillait comme bûcheron dans la forêt de Compiègne depuis 20 ans. Nous avions 4 enfants, Philippe, 17 ans, Céline, 15 ans, les jumeaux Marc et Luc, 12 ans. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Ce matin-là, Henri est parti travailler comme d'habitude. Il m'a embrassé sur le front, a ébouriffé les cheveux des jumeaux et m'a dit « Ce soir, je rapporte du lapin. » J'en ai vu un gros près du chêne tordu. Ce furent ses dernières paroles. À 14 heures, 2 hommes sont venus frapper à ma porte. Je les ai vus par la fenêtre de la cuisine où j'épluchais des pommes de terre. L'un d'eux était le contremaître de la scierie, l'autre était le médecin du village. Mon cœur s'est arrêté avant même qu'il n'ouvre la bouche. Madame Delacroix, le contremaître ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il y a eu un accident, un arbre. Henri n'a pas souffert. C'était instantané. Le couteau que je tenais est tombé sur le sol de pierre. Les pommes de terre ont roulé dans toutes les directions. Et le monde entier s'est effondré autour de moi. Ils m'ont rendu son corps 3 jours plus tard. Mais ce n'était plus Henri. C'était une chose froide, brisée, qui ne ressemblait plus à l'homme qui m'avait fait danser dans notre cuisine la semaine précédente. Les funérailles ont été simples. Tout le village est venu. Les gens murmuraient des condoléances que je n'entendais pas vraiment. Leur voix était comme de l'eau qui coule sur du verre, présente mais ne pénétrant jamais. Ce que j'entendais clairement, cependant, ce étaient les autres murmures, ceux des femmes dans le fond de l'église. Pauvre Marguerite, 4 enfants à nourrir, toute seule. Et sans éducation, qu'est-ce qu'elle va faire? Mon Dieu, à 43 ans. Trop vieille pour se remarier, trop jeune pour être grand-mère. Je ne voudrais pas être à sa place. Moi non plus, je ne voulais pas être à ma place. Les 3 premiers mois après la mort d'Henri ont été une descente en enfer. L'assurance de la scierie nous a versé 15 000 francs. Cela semblait beaucoup au début, mais l'argent disparaissait comme de la neige au soleil. Le loyer, la nourriture pour 4 enfants en pleine croissance, les livres scolaires, les vêtements, le charbon pour l'hiver qui approchait. J'ai cherché du travail partout, à la boulangerie. Désolé, on a déjà quelqu'un. À l'épicerie, on ne peut pas se permettre d'embaucher. À la poste, il faut un certificat d'études que vous n'avez pas. Partout, la même réponse. Non, désolé, pas de place, pas pour vous. Philippe a dû quitter l'école à 17 ans pour travailler comme apprenti mécanicien. Le salaire était misérable, mais c'était mieux que rien. Chaque soir, il rentrait avec les mains noires de cambouis et des cernes sous les yeux. Mon fils qui rêvait d'être professeur, qui dévorait les livres, maintenant réduit à démonter des moteurs 12 heures par jour. Cela me brisait le cœur. Céline cousait des vêtements pour les voisins, gagnant quelques francs ici et là. Les jumeaux livraient les journaux le matin avant l'école, se levant à 5 heures dans le froid glacial de l'hiver. Mes enfants, mes bébés, travaillaient comme des adultes pendant que je fouillais dans les poubelles des marchés pour trouver des légumes encore comestibles. La honte. Mon Dieu, la honte. Un soir de décembre 1973, il n'y avait rien à manger. Absolument rien. Les placards étaient vides. Mon porte-monnaie contenait 3 francs et 40 centimes. Pas assez pour un repas complet. Les enfants étaient assis autour de la table, silencieux, affamés. Ils ne se plaignaient pas. Ils ne se plaignaient jamais, mais je voyais la faim dans leurs yeux. « Maman », murmura le petit Luc, qui n'avait que 12 ans. « On n'a pas très faim ce soir. On peut juste boire de l'eau. » J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes.
jusqu'à ce que ma gorge soit tellement serrée que je ne pouvais plus respirer. C'est là que j'ai su que je devais faire quelque chose. N'importe quoi. Même si cela signifiait perdre toute dignité. Le dimanche 13 janvier 1974, je suis allé à l'église pour la première fois depuis les funérailles d'Henri. Je n'y allais pas pour prier. Dieu et moi n'étions plus en très bons termes. J'y allais parce que je savais que Madame Beaumont y serait. Viviane Beaumont était la femme la plus riche de Compiègne. Son mari, Édouard Beaumont, possédait 3 usines textiles et la moitié des terres agricoles de la région. Leur manoir se dressait sur la colline, dominant le village comme un rappel constant de notre insignifiance. Madame Beaumont était connue pour 2 choses, son argent et sa cruauté. Elle avait 52 ans, mais paraissait plus jeune grâce aux crèmes coûteuses et aux bijoux qui détournèrent l'attention de son visage. Elle portait toujours des robes importées de Paris, des chapeaux extravagants et un parfum si fort qu'on pouvait la sentir arriver 3 minutes avant qu'elle n'apparaisse. Ce matin-là, elle portait un ensemble violet avec un chapeau à voilette. Elle ressemblait à un paon arrogant. Je l'ai attendue à la sortie de l'église, les mains moites, le cœur battant. Quand elle est passée près de moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Je me suis agenouillé. Là, devant tout le village, sur les marches froides de l'église, je me suis mise à genoux devant Viviane Beaumont. Les conversations se sont arrêtées. Les gens se sont retournés pour regarder. J'entendais leurs murmures scandalisés, mais je ne pouvais plus reculer. Madame Beaumont, ma voix tremblait. Je vous en supplie. J'ai entendu dire que vous cherchiez quelqu'un pour travailler au manoir. Je peux faire n'importe quoi. Nettoyer, cuisiner, coudre. J'ai 4 enfants à nourrir et je... Viviane Beaumont m'a regardé de haut, comme on regarde un insecte particulièrement déplaisant. Puis elle a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le sourire d'un chat qui vient de coincer une souris. Marguerite Delacroix. Elle a prononcé mon nom comme si c'était quelque chose de sale. La veuve du bûcheron. J'ai entendu parler de ta... situation. Elle a fait une pause, savourant le moment, savourant mon humiliation publique. Très bien. Tu commences lundi, 6 heures du matin. Tu t'occuperas de tout. Le ménage, la cuisine, le linge, les enfants. Je paye 150 francs par mois. 150 francs. C'était une misère. Une insulte. Mais c'était mieux que rien. Merci, madame. Merci infiniment. Et Marguerite? Viviane s'est penchée vers moi, assez près pour que je sente son parfum étouffant. Une chose que tu dois comprendre dès maintenant. Dans ma maison, tu n'es rien. Tu es invisible. Tu ne poses pas de questions. Tu ne parles que si on t'adresse la parole. Et surtout, ses yeux se sont durcis. Tu gardes ta bouche fermée sur tout ce que tu pourrais voir ou entendre. Compris? J'aurais dû entendre l'avertissement dans ces mots. J'aurais dû comprendre que cette femme cachait quelque chose. Mais j'étais désespéré, et les désespérés ne voient pas les drapeaux rouges, même quand ils sont brandis directement devant leur visage. Oui, madame, je comprends. Le lundi matin, je me suis levé à 4h30. Il faisait encore nuit noire, et le froid de janvier mordait la peau comme des dents acérées. J'ai embrassé mes 4 enfants encore endormis. Philippe, déjà réveillé, m'a serré la main. « Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. On va trouver une autre solution. » « Il n'y a pas d'autre solution, mon chéri. Occupe-toi de tes frères et sœurs. Je reviens ce soir. » La marche jusqu'au manoir Beaumont prenait 45 minutes. Je n'avais pas d'argent pour le bus. Mes chaussures, trouées à la semelle, laissaient entrer l'eau glacée des flaques. Le manoir se dressait au sommet de la colline comme une forteresse. C'était une bâtisse de pierre grise du XVIIIe siècle, avec des volets noirs et des tourelles aux 4 coins. Les jardins s'étendaient sur des hectares, parfaitement entretenus, même en hiver. J'ai frappé à la porte de service à exactement 6h moins 2. Une femme d'une 50aine d'années m'a ouvert. Elle était petite, ronde, avec des cheveux gris tirés en chignon serré et des yeux noirs perçants. « Tu es la nouvelle ?»« Oui, madame. »« Je ne suis pas madame. Je suis Germaine, la cuisinière en chef. Ici, il n'y a qu'une seule madame et c'est madame Beaumont. Compris ? » Oui, Germaine. Elle m'a fait entrer dans une cuisine énorme, avec des plafonds hauts, des casseroles en cuivre suspendues au mur,
et une cheminée assez grande pour rôtir un bœuf entier. Voilà les règles. Germaine parlait vite, sans me regarder vraiment. Tu arrives à 6 heures, pas une minute de retard. Tu commences par allumer tous les feux dans les chambres principales. Ensuite, tu prépares le petit déjeuner de la famille. Madame prend du café noir, 2 toasts beurrés, de la confiture d'abricot. Monsieur prend du café au lait, 4 œufs brouillés, du bacon, des tomates grillées. Les enfants prennent du chocolat chaud et des croissants. À 8 heures, tu nettoies toutes les chambres du 2e étage. À 10 heures, tu fais le linge. À midi, tu aides en cuisine pour le déjeuner. Après-midi, tu repasses. Tu nettoies les salles de bain. Tu cires les sols. À 6 heures, tu sers le dîner. À 8 heures, tu peux partir. 14 heures de travail. Pour 150 francs par mois. Et les jours de repos? Germaine m'a regardé comme si j'avais demandé la lune. Dimanche après-midi, de 3 heures à 6 heures. Si madame n'a pas besoin de toi. Je comprends. Encore une chose. Germaine s'est rapprochée, baissant la voix. Il y a des pièces dans cette maison où tu ne dois jamais, jamais entrer. Le bureau de monsieur au 3e étage. La chambre rose au 2e étage. Et surtout, elle a jeté un coup d'œil nerveux vers la porte. Le pavillon du jardin. Si tu vois madame y aller, tu détournes les yeux. Tu n'as rien vu. C'est clair? Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le pavillon? Germaine a pâli. Je n'ai rien dit. Tu n'as rien entendu. Maintenant, au travail. Les feux doivent être allumés avant que la famille ne se réveille. Les 2 premières semaines au manoir ont été épuisantes. Je me levais à 4h30, je rentrais chez moi à 9h du soir, complètement brisé. Mes mains, qui n'avaient jamais été délicates, sont devenues rugueuses comme de l'écorce. Mon dos me faisait constamment mal, mes genoux craquaient chaque fois que je me levais. Mais le pire, ce n'était pas le travail physique, c'était l'atmosphère du manoir. Il y avait quelque chose de pourri dans cette maison, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier mais que je sentais dans mes os. Monsieur Beaumont était un homme froid, grand, chauve, avec des yeux gris qui ne sciaient jamais. Il me regardait comme si je n'existais pas. Parfois, il passait à côté de moi dans le couloir et ne disait rien comme si j'étais un meuble. Leurs enfants, Augustin, 20 ans, et Béatrice, 18 ans, étaient pires. Augustin avait le sourire cruel de sa mère et les yeux morts de son père. Il étudiait le droit à Paris mais revenait au manoir chaque week-end. La première fois qu'il m'a vu, il m'a regardé de haut en bas avec un dégoût à peine dissimulé. C'est elle, la nouvelle domestique? Elle sent la pauvreté. Béatrice, elle, ne parlait presque jamais. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, peignant des tableaux sombres, des forêts mortes, des oiseaux aux ailes brisées, des femmes qui pleuraient des larmes de sang. Une fois en nettoyant sa chambre, j'ai vu un de ses carnets de croquis ouverts sur le bureau. Ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. Des dessins d'une petite fille. Une petite fille qui ressemblait à Béatrice enfant. Dans chaque dessin, la petite fille pleurait. Et derrière elle, toujours, une ombre masculine sans visage. J'ai refermé le carnet rapidement, et je n'en ai plus jamais parlé. Mais j'ai commencé à comprendre que cette famille cachait des secrets bien plus sombres que je ne l'avais imaginé. C'était un mercredi après-midi, fin janvier. Il pleuvait des cordes. Madame Beaumont m'avait envoyé au jardin pour rapporter des herbes fraîches de la serre. J'ai couru sous la pluie, ma cape trempée collant à mon corps. La serre était au fond du jardin, près de la limite de la propriété. Et juste à côté de la serre, il y avait le pavillon. C'était une petite construction de pierre, pas plus grande qu'une chambre, avec un toit d'ardoise et une seule porte en bois massif. Les volets étaient toujours fermés. Aucune lumière n'en sortait jamais. Mais ce jour-là, alors que je passais devant en courant, j'ai entendu quelque chose. Un cri. Pas un cri de douleur physique. Pire, un cri de terreur absolue, désespéré. Le cri d'une femme. Je me suis arrêté net, le cœur battant. La pluie martelait mon crâne. J'ai regardé autour de moi, personne. Tout le monde était à l'intérieur à cause du mauvais temps. Le cri est venu de nouveau, plus faible cette fois, comme un sanglot étouffé. Mes pieds m'ont porté vers la porte du pavillon, avant que mon cerveau puisse arrêter le mouvement. J'ai posé ma main sur la poignée.
elle était verrouillée. « Marguerite !» La voix de Viviane Beaumont a claqué comme un coup de fouet. Je me suis retourné si vite que j'ai failli glisser dans la boue. Madame Beaumont se tenait à 20 mètres, sous un parapluie noir, vêtue d'un imperméable élégant. Mais ce n'était pas son apparence qui m'a terrifié. C'était son expression. Ses yeux étaient noirs de rage. Son visage, habituellement composé, était tordu par quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Qu'est-ce que tu fais là ?» J'allais chercher les herbes, madame. À la serre. La serre est par là. Elle a pointé dans la direction opposée. Pourquoi es-tu près du pavillon? Je me suis trompé de chemin, madame. Pardon. Viviane s'est approchée lentement, comme un prédateur s'approchant d'une proie blessée. As-tu entendu quelque chose? Non, madame, rien. Elle m'a regardé pendant ce qui a semblé une éternité. La pluie coulait entre nous. Je pouvais sentir mon cœur battre si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Finalement, elle a souri. Ce sourire terrifiant qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Bien, parce que tu sais ce qui arrive aux gens qui entendent des choses qui ne les regardent pas, n'est-ce pas, Marguerite? Non, madame. Ils perdent leur emploi. Et dans ton cas, elle s'est penchée plus près. Avec 4 bouches à nourrir et aucun autre moyen de gagner de l'argent, perdre cet emploi serait catastrophique, n'est-ce pas? La menace était claire comme du cristal. Oui, madame, je comprends. Parfait. Maintenant, va chercher tes herbes et ne t'approche plus jamais de ce pavillon. Je suis parti en courant, les jambes tremblantes. Mais en m'éloignant, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait frissonner jusqu'aux os. Le bruit d'une clé tournant dans une serrure, et le son étouffé de quelqu'un qui pleurait. 3 jours après l'incident du pavillon, je nettoyais le couloir du 2e étage, quand j'ai entendu des pleurs venant de la chambre rose. La chambre rose, celle que Germaine m'avait explicitement dit de ne jamais ouvrir. Mais les pleurs étaient ceux d'un enfant. J'ai posé mon seau et je me suis approché de la porte. Les sanglots venaient clairement de l'intérieur, entrecoupés de mots incompréhensibles. « S'il vous plaît, je veux rentrer chez moi. Maman. » Une petite voix, une voix de fillette. Pas plus de 6 ou 7 ans. Mon cœur de mère a pris le dessus sur ma peur. J'ai tourné la poignée. La porte n'était pas verrouillée. La pièce était effectivement rose. Rose pastel partout. Les murs, les rideaux, le couvre-lit, le tapis. Mais ce rose doux ne faisait que rendre la scène plus dérangeante. Au milieu de la chambre, assise sur un lit trop grand pour elle, il y avait une petite fille. Elle avait environ 7 ans, des cheveux blonds bouclés, des yeux bleus immenses remplis de larmes. Elle portait une robe rose à froufrou qui semblait coûteuse, mais inconfortable. Quand elle m'a vu, elle s'est figée, comme un lapin devant un renard. « Bonjour ma chérie », j'ai dit doucement. « Comment tu t'appelles » Elle n'a pas répondu. Elle me regardait avec une terreur qui m'a brisé le cœur. « Je m'appelle Marguerite. Je ne vais pas te faire de mal. Pourquoi pleures-tu » Les lèvres de l'enfant ont tremblé. « Je veux rentrer chez moi. Je veux voir ma maman. »« Où est ta maman ?»« Je ne sais pas. Madame dit que maman ne veut plus de moi. Madame dit que je suis vilaine et que c'est pour ça que maman m'a donné à elle. Mais ce n'est pas vrai. Maman m'aime. Elle m'aime. » Les sanglots ont repris, désespérés. J'ai voulu m'approcher pour la consoler, mais avant que je puisse faire un pas, une main de fer a saisi mon bras. « Germaine, qu'est-ce que tu fais ici ?» Ses yeux étaient emplis de panique, pas de colère. « J'ai entendu pleurer. C'est une enfant. Qui est-ce ?»« Sors. Maintenant. » « Mais Germaine, cette petite fille, je t'ai dit de sortir. » Germaine m'a pratiquement traîné hors de la chambre. Elle a claqué la porte derrière nous et m'a poussé violemment contre le mur du couloir. « Tu ne devais pas entrer là. Tu ne devais jamais entrer là. » Qui est cet enfant? Pourquoi est-elle enfermée? Germaine a regardé autour d'elle, terrifiée que quelqu'un puisse nous entendre. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Tu n'as jamais ouvert cette porte. Tu n'as jamais vu cet enfant. Compris? Comment peux-tu accepter ça? C'est une petite fille qui appelle sa mère.
Tu veux savoir ce qui est arrivé à la dernière domestique qui a posé trop de questions? Les yeux de Germaine brillaient de larmes non versées. On l'a retrouvée au fond de la rivière. Accident, a dit la police. Glissade tragique. Mais tout le monde sait qu'elle ne se promenait jamais près de la rivière. Mon sang s'est glacé. Tu mens. Je voudrais que ce soit le cas. Germaine a fermé les yeux. Écoute-moi bien, Marguerite. Les Beaumont sont des gens dangereux. Très dangereux. Ce que tu as vu aujourd'hui, oublie-le. Sinon, tes 4 enfants n'auront plus de mère. Elle s'est éloignée dans le couloir, me laissant tremblante et nauséeuse. Mais je ne pouvais pas oublier cette petite fille. Son visage terrorisé, sa voix suppliante. Quelque chose de terrible se passait dans cette maison, et j'étais coincé. Si je partais, mes enfants mouraient de faim. Si je parlais, je finissais comme la domestique précédente. Le mois de mars a apporté le dégel, mais pas de répit. Madame Beaumont semblait prendre un plaisir sadique à m'humilier devant ses amis. Un jeudi après-midi, elle a organisé un thé avec 6 autres femmes riches de la région. Je devais servir, habillé d'un uniforme noir ridicule avec un tablier blanc à froufrou et une coiffe. J'avais 53 ans. Je ressemblais à une caricature de domestique d'opérette. Les femmes étaient assises dans le salon bleu, buvant du thé dans des tasses en porcelaine de Limoges, grignotant des petits fours que Germaine avait passé 2 jours à préparer. « Marguerite » appela Madame Beaumont, alors que je servais le thé. « Dis à mes amis depuis combien de temps tu travailles ici ?»« 2 mois, madame. »« Et avant ça, que faisais-tu » Je sentais le piège, mais je ne pouvais pas mentir. « J'étais femme au foyer, madame. Mon mari était bûcheron. » « Que était » Une des femmes, vêtue d'un ensemble Chanel vert, a levé un sourcil parfaitement dessiné. « Il est mort il y a 1 an, madame. » Oh, comme c'est triste. Mais son ton ne contenait aucune sympathie. « Et maintenant, tu dois travailler comme domestique. » Quelle déchéance. Les autres femmes ont ri derrière leurs éventails. Viviane Beaumont a souri, savourant chaque seconde de mon humiliation. Marguerite vient du village, vous savez. Elle a 4 enfants, tous des bouches affamées. N'est-ce pas, Marguerite? Oui, madame. 4 enfants sans père, quelle irresponsabilité. C'était la femme en Chanel qui parlait. Les pauvres se reproduisent comme des lapins sans penser aux conséquences. Exactement, renchérit une autre. Et après, c'est nous, les contribuables, qui devons payer pour leur manque de prévoyance. Je serrais le plateau si fort que mes jointures étaient blanches. Au moins, Marguerite travaille, dit Viviane avec une fausse magnanimité. Je l'ai prise par charité. Dieu sait qu'elle serait dans la rue sinon. Charité. Elle payait 150 francs par mois pour 14 heures de travail quotidien, et elle appelait ça de la charité. Tu es trop bonne, Viviane, soupira la femme en Chanel. Moi, je ne pourrais pas supporter d'avoir une domestique qui sent le charbon et la sueur dans ma maison. Elles ont toutes éclaté de rire. J'ai dû rester là, debout, le plateau à la main, pendant qu'elles riaient de moi, pendant qu'elles discutaient de ma pauvreté comme si c'était un divertissement. Quand je suis enfin sorti du salon, j'ai couru aux toilettes du personnel et j'ai vomi. Germaine m'a trouvé là, plié en 2 au-dessus de la cuvette. « Habitue-toi », elle a dit doucement. Elles font ça à toutes les nouvelles. C'est leur jeu préféré. Combien de temps tu as supporté ça, Germaine? 22 ans. 22 ans. Mon Dieu, comment tu fais? Elle a haussé les épaules avec une tristesse infinie. On s'habitue. Le corps s'habitue en tout cas. Le cœur ne s'habitue jamais vraiment. Dans le village, ma situation était devenue le sujet de conversation favori. Chaque fois que j'allais au marché le dimanche, mon seul jour de liberté partielle, je sentais les regards. J'entendais les murmures. C'est elle, la veuve de la Croix. Elle travaille comme bonne chez les Beaumont maintenant. Ah, quelle honte! Une femme de son âge, réduite à nettoyer les sols des autres. Son pauvre mari doit se retourner dans sa tombe. Les pires étaient les anciennes amies, les femmes avec qui j'avais ri, partagé des recettes, gardé les enfants. Maintenant, elles traversaient la rue pour m'éviter, comme si la pauvreté était contagieuse. Un dimanche, j'ai croisé Madame Rousseau, qui avait été ma meilleure amie pendant 10 ans.
Nos enfants avaient grandi ensemble. Nous avions pleuré ensemble quand Henri était mort. « Bonjour Claudine », j'ai dit en souriant. Elle m'a regardé comme si j'étais de la saleté sur sa chaussure. « Je préférerais que tu ne m'adresses plus la parole en public, Marguerite. » Mon sourire s'est figé. « Pardon ? Les gens parlent. Ils disent que tu... » Elle a baissé la voix. « Que tu vends plus que ton travail au Beaumont. Que c'est comme ça que tu paies vraiment ton loyer. » La gifle aurait fait moins mal. Comment oses-tu ? Je dis juste ce que tout le monde pense. Une femme seule qui travaille dans une grande maison qui rentre tard le soir. Elle a haussé les épaules. Tire tes propres conclusions. Elle est partie, me laissant au milieu de la rue, tremblante de rage et d'humiliation. Les rumeurs se sont répandues comme un incendie. Mes enfants ont commencé à rentrer de l'école avec des bleus. Les autres enfants les frappaient, les traitaient de fils et filles de putain. Philippe s'est battu 3 fois en 1 semaine pour défendre l'honneur de sa mère. Céline a pleuré tous les soirs pendant 2 semaines, après qu'une fille l'a appelée « fille de la traînée Beaumont » devant toute sa classe. Les jumeaux sont devenus silencieux, renfermés, leurs yeux autrefois brillants maintenant ternes et méfiants. Et moi, je continuais, parce que je n'avais pas le choix. Chaque matin à 6 heures, j'étais là. Chaque soir à 9 heures, je rentrais, brisé, et chaque nuit je pleurais dans mon oreiller, priant un Dieu auquel je ne croyais plus pour que quelque chose, n'importe quoi, change. Le 15 mai 1974, quelque chose a changé, mais pas comme je l'avais espéré. C'était un mercredi matin. Je nettoyais la grande salle à manger, debout sur une échelle pour atteindre les lustres en cristal qui devaient être lavés pièce par pièce. Madame Beaumont était sortie faire des courses. Monsieur Beaumont était à son usine. Les enfants étaient à Paris. J'étais seul avec Germaine. J'étais sur le dernier cristal du lustre central quand j'ai entendu un cri terrible, guttural, rempli de douleur. Germaine. J'ai descendu l'échelle si vite que j'ai failli tomber, et j'ai couru vers la cuisine. Germaine était par terre, tenant sa jambe gauche. Son visage était gris de douleur. Un liquide huileux se répandait sur les dalles. Elle avait glissé sur de l'huile renversée. Mon Dieu, Germaine. Ma jambe. Je pense qu'elle est cassée. J'ai couru chercher de l'aide. Le jardinier a appelé une ambulance. Ils ont emmené Germaine à l'hôpital de Compiègne. Fracture complexe du tibia et du péroné. Elle serait immobilisée pendant au moins 3 mois. Quand Madame Beaumont est rentrée et a appris la nouvelle, elle n'a montré aucune sympathie pour Germaine. Au lieu de ça, elle s'est tournée vers moi. « Eh bien, Marguerite, il semblerait que tu vas devoir faire le travail de Germaine en plus du tien. »« Madame, c'est impossible. Je ne peux pas. »« Tu peux. Et tu le feras. Sinon, je trouverai quelqu'un qui peut. » Les 3 mois suivants ont été l'enfer sur Terre. Je me levais à 3 heures du matin. Je travaillais jusqu'à 11 heures du soir. Cuisiner, nettoyer, laver, repasser, servir, tout faire pour une maison de 8 pièces principales et 12 chambres. Je ne voyais presque plus mes enfants. Philippe gérait la maison maintenant. À 17 ans, il était devenu l'homme de la famille. Mes mains saignaient. Mon dos me faisait tellement mal que je ne pouvais plus me tenir droite. Je perdais du poids à vue d'œil, mes vêtements flottant sur mon corps émacié. Un soir d'août, je me suis effondré. J'étais en train de servir le dîner quand tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur le sol de la salle à manger. Monsieur et Madame Beaumont me regardaient de haut, avec plus d'agacement que d'inquiétude. « Elle a travaillé trop dur », a dit Monsieur Beaumont comme si je n'étais pas là. « Tu l'as poussée trop loin, Viviane. »« Elle est payée pour travailler », a répondu Madame Beaumont froidement. « Si elle meurt, tu devras tout recommencer avec une nouvelle. Et tu sais combien c'est ennuyeux de former quelqu'un. » Il parlait de moi comme d'un cheval. « Donne-lui quelques jours de repos, laisse-la récupérer. Nous avons besoin d'elle pour la réception de septembre. » Madame Beaumont a soupiré, clairement contrariée. « Très bien. Marguerite, tu as 3 jours de congé. Reviens lundi. Et ne t'imagine pas que tu seras payée pour ces jours. » 3 jours. 3 jours pour récupérer de 6 mois d'esclavage. Septembre est arrivé avec ses premières feuilles dorées et son air plus frais. Germaine était revenue,
claudiquant avec une canne, m'est revenu. J'avais enfin un peu d'aide. C'est à cette époque qu'est arrivé celui qui allait tout changer. Le petit-fils de Madame Beaumont. Augustin s'était marié l'année précédente avec une femme de Paris, Céleste. Ils avaient un fils, Théophile, âgé de 3 ans. Ils sont venus passer le week-end au manoir. Théophile était un enfant magnifique. Des boucles dorées, des yeux verts comme des émeraudes, des joues rondes et roses. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était sa gentillesse. Il disait « s'il vous plaît » et « merci ». Il souriait aux domestiques. Il demandait nos noms. À 3 ans, il avait plus de manières que toute sa famille réunie. Le dimanche après-midi, Madame Beaumont avait organisé un grand déjeuner dans les jardins. 20 invités, des nappes blanches immaculées, de la porcelaine fine, du champagne qui coulait à flots. J'aidais à servir quand j'ai entendu un cri « Théophile !» Céleste, la mère de l'enfant, hurlait, pointant vers l'étang au fond du jardin. Théophile, le petit garçon curieux, s'était approché trop près du bord. Il avait glissé, et maintenant il était dans l'eau, coulant, ses petits bras battant désespérément. Tout le monde s'est figé. Les invités, choqués, bouche bée. Augustin, le père, trop loin, criant le nom de son fils. Céleste, paralysée par la terreur. Madame Beaumont, les yeux écarquillés d'horreur. Personne ne bougeait, sauf moi. Je n'ai pas réfléchi. J'ai lâché le plateau que je tenais. Les verres se sont fracassés sur les dalles de pierre. Et j'ai couru. J'ai couru plus vite que je n'avais couru en 10 ans. Mes chaussures ont volé de mes pieds. Ma jupe s'est déchirée sur les rosiers. Mais je ne me suis pas arrêté. L'étang faisait environ 15 mètres de diamètre. L'eau était trouble, verte d'algues. Théophile avait coulé au milieu, là où c'était le plus profond. Je me suis jeté à l'eau tout habillé. L'eau était glaciale. Elle a rempli ma bouche, mes narines. Mon uniforme lourd me tirait vers le bas comme une ancre. Mais j'ai nagé. J'ai nagé comme si ma vie en dépendait, parce que la vie de Théophile en dépendait. Je l'ai vu sous la surface. Ses yeux verts étaient ouverts, terrifiés. Ses petites mains griffaient l'eau inutilement. Des bulles s'échappaient de sa bouche. J'ai plongé. Mes doigts ont touché son bras. Je l'ai attrapé. Je l'ai serré contre ma poitrine et j'ai donné des coups de pied vers la surface avec toute la force qui me restait. Nous avons émergé dans une explosion d'eau et d'air. Théophile toussait, crachait, pleurait. Mais il respirait. J'ai nagé vers le bord, le tenant fermement contre moi. Des mains m'ont aidé à sortir. Le jardinier, 2 invités masculins qui avaient enfin réagi. J'ai déposé Théophile sur l'herbe. « Respire, mon petit, respire. » Il toussait violemment, de l'eau verdâtre sortant de sa bouche. Mais ses poumons se remplissaient d'air. Ses joues reprenaient des couleurs. Céleste s'est jetée à genoux à côté de nous, sanglotant de manière hystérique. « Mon bébé, mon bébé !» Augustin est arrivé une seconde plus tard, le visage blanc comme un linge. « Théophile, est-ce qu'il va bien ? Quelqu'un appelle un médecin. » Le médecin de famille était parmi les invités. Il a examiné Théophile rapidement. « Il va bien. Quelques secondes de plus et ça aurait été différent, mais il va bien. Grâce à... » Il m'a regardé, allongé sur l'herbe, trempé, épuisé. Grâce à cette femme. Tous les regards se sont tournés vers moi. 20 personnes riches et élégantes me fixaient. La domestique pauvre qui venait de sauver l'héritier de la famille. Madame Beaumont s'est approchée lentement. Son visage était indéchiffrable. Marguerite. Sa voix était étrange, presque brisée. Tu as sauvé mon petit-fils. Je ne pouvais pas parler. Mes dents claquaient trop fort. Tout mon corps tremblait de froid et d'adrénaline. Viviane Beaumont s'est agenouillée à côté de moi. Viviane Beaumont, la femme qui m'avait humilié pendant 8 mois. La femme qui m'avait traité comme moins qu'un chien. Elle s'est agenouillée dans l'herbe mouillée, ruinant sa robe de soie à 2000 francs. Et elle a pris ma main. « Merci », murmura-t-elle. « Merci ». Des larmes coulaient sur ses joues, de vraies larmes. Je ne sais pas comment te remercier. Je ne sais pas comment...
C'est bon, madame. Ma voix était rauque. C'était normal. Non, Viviane a secoué la tête violemment. Ce n'était pas normal. C'était héroïque. Tu as risqué ta vie sans hésiter une seconde. Pour mon petit-fils, pour ma famille. Après tout ce que je t'ai fait endurer. Le silence autour de nous était complet. Je vais te rembourser cette dette, dit Viviane avec une intensité féroce. Je te jure devant Dieu et tous ses témoins, je vais te rembourser. Les 3 jours suivants ont été surréalistes. Madame Beaumont m'a donné une semaine de congé, payé. Elle a envoyé le médecin de famille chez moi pour vérifier que je n'avais pas attrapé une pneumonie. Elle a fait livrer de la nourriture à ma maison. Du pain frais, de la viande, des légumes, du fromage, des fruits. Plus de nourriture que nous n'en avions vu en 1 an. Mes enfants n'en revenaient pas. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Philippe, regardant les provisions avec des yeux ronds. « J'ai sauvé la vie d'un petit garçon. Et maintenant il te remercie, après t'avoir traité comme une esclave pendant des mois ?» Apparemment, Philippe a secoué la tête, incrédule. Les riches sont vraiment étranges. Le jeudi, une voiture est venue me chercher. Une Citroën DS noire conduite par le chauffeur personnel de Madame Beaumont. Madame Beaumont souhaite vous voir au manoir, Mademoiselle Delacroix. Mademoiselle Delacroix. Plus la domestique ou toi? Je suis montée dans la voiture, nerveuse. Au manoir, on m'a conduite non pas à la cuisine, mais au salon privé de Madame Beaumont au 1er étage. Une pièce où je n'avais jamais été autorisée à entrer. Viviane Beaumont était assise dans un fauteuil de velours bleu, vêtue d'un tailleur élégant. Mais quelque chose avait changé dans son apparence. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée, comme si un masque était tombé. « Marguerite, assieds-toi s'il te plaît. » Elle a pointé vers un autre fauteuil en face d'elle. Je me suis assise maladroitement, me sentant terriblement déplacée dans mes vêtements usés, au milieu de tout ce luxe. Viviane m'a regardé en silence pendant un long moment. « J'ai passé ces 3 derniers jours à réfléchir, » dit-elle finalement, « à ma vie, à mes choix, à la personne que je suis devenue. » Elle a pris une profonde inspiration. Je n'ai pas toujours été comme ça, cruelle, froide. Il y a longtemps, j'étais différente. Mais la richesse, le pouvoir, la position sociale, ils changent les gens. Ils nous font oublier notre humanité. Je ne savais pas quoi dire, alors je me suis tue. Quand j'ai vu Théophile dans cet étang, sa voix s'est brisée. J'ai vu ma propre mort, la mort de tout ce qui compte. Et toi que j'ai traité pire qu'un animal pendant des mois, tu n'as pas hésité, pas une seconde. Tu as juste agi. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues soigneusement maquillées. Ça m'a fait réaliser quelque chose. Les gens les plus riches que je connaisse sont aussi les plus vides. Les plus pauvres que je connaisse sont parfois les plus généreux. Et toi, Marguerite Delacroix, tu as plus de noblesse dans ton petit doigt que moi dans tout mon corps. Madame, vous n'avez pas besoin de... Si, j'ai besoin. Elle s'est levée et a marché vers son bureau. J'ai une dette envers toi. Une dette que l'argent ne peut pas rembourser complètement. Mais je vais essayer. Elle a ouvert un tiroir et en a sorti une enveloppe. Premièrement, voici 6 000 francs, 1 an de salaire, pour compenser tout ce que je t'ai fait endurer. 6 000 francs. Je fixai l'enveloppe avec incrédulité. Deuxièmement, elle a sorti un autre document. Tu es licencié? Mon cœur a bondi dans ma gorge. Quoi? Mais, laisse-moi finir. Tu es licencié parce que tu ne travailleras plus jamais comme domestique. C'est indigne de toi. Elle m'a tendu le document. Ceci est un contrat pour un poste de gouvernante dans une famille respectable à Paris. Des amis à moi. Le salaire est de 500 francs par mois, avec chambre et pension. Tes enfants peuvent venir avec toi. Ils pourront aller dans de bonnes écoles. Je ne pouvais pas respirer. Madame, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien encore, parce que ce n'est pas tout. Viviane est retournée à son bureau et a sorti une grosse enveloppe de cuir. Il y a quelques années, j'ai hérité d'une propriété de ma grand-mère.
Une vieille cabane dans les bois, à environ 15 kilomètres d'ici. Elle est abandonnée depuis des décennies. Personne n'en veut parce qu'elle est dans un état terrible. Elle penche d'un côté de façon alarmante. Les gens du village disent qu'elle est maudite. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang dans mes oreilles. Je veux te donner cette propriété. Le terrain fait 2 hectares. La cabane elle-même est en mauvais état, mais elle peut être réparée. Et il y a quelque chose à l'intérieur, quelque chose que ma grand-mère y a caché il y a très longtemps. Quelque chose qui t'appartient maintenant. Elle m'a tendu l'enveloppe de cuir. Les papiers sont là. La propriété sera transférée à ton nom demain. Madame, pourquoi faites-vous tout ça? Viviane m'a regardé avec des yeux remplis de regrets et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'affection. Parce que pendant 8 mois, j'ai eu une sainte sous mon toit et je l'ai traitée comme une esclave. Parce que tu as sauvé ce qui m'est le plus cher au monde. Et parce que... Elle a hésité. Parce que j'espère qu'en faisant cela, je pourrais peut-être racheter un tout petit peu de mon âme pourrie. Le vendredi matin, Madame Beaumont est venue me chercher personnellement dans sa Citroën. Nous avons roulé en silence pendant 20 minutes, quittant le village, suivant des chemins forestiers de plus en plus étroits. Les arbres se refermaient au-dessus de nous comme une cathédrale verte. Finalement, nous sommes arrivés à une clairière. Et là, au milieu des herbes hautes et des ronces, se dressait la cabane. Mon Dieu, tordu était un euphémisme. La structure entière penchait vers la gauche à un angle d'au moins 15 degrés. On aurait dit qu'une main géante l'avait poussée et qu'elle était restée figée dans cette position impossible. C'était une construction en pierre et bois, d'environ 8 mètres sur 6. Le toit d'ardoise était partiellement effondré. Les volets pendaient de travers. Les vitres étaient brisées ou couvertes de mousse verte. Mais ce qui me frappait le plus, c'était l'inclinaison. Elle n'était pas uniforme. La cabane penchait spécifiquement vers un côté, le côté S, comme si quelque chose de très très lourd tirait cette partie vers le sol. Mon Dieu, j'ai murmuré. Elle va s'effondrer. Non, dit Viviane calmement. Elle est comme ça depuis plus de 40 ans. Ma grand-mère disait que c'était la cabane la plus solide de la région, malgré les apparences. Nous sommes descendus de voiture. L'herbe montait jusqu'à nos genoux. Des papillons s'envolaient à notre passage. Viviane m'a tendu une grosse clé en fer rouillé. La porte principale. Vas-y, c'est chez toi maintenant. Mes mains tremblaient en prenant la clé. Nous avons marché jusqu'à la porte, évitant les ronces et les orties. La porte était en chêne massif, gonflée par l'humidité de décennies. J'ai inséré la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un grincement métallique qui a fait fuir les oiseaux dans les arbres. La porte s'est ouverte lentement, révélant l'intérieur sombre. L'odeur qui en est sortie était celle du temps lui-même, moisi, terreux, ancien. Nous sommes entrés. L'intérieur était plus grand que je ne l'avais imaginé. Il y avait une grande pièce principale avec une cheminée en pierre, une petite cuisine adjacente et ce qui semblait être 2 chambres à l'arrière. Mais tout était recouvert de poussière épaisse, de toiles d'araignée, de feuilles mortes entrées par les fenêtres brisées. Et partout, cette inclinaison bizarre faisait que tout semblait sur le point de glisser vers la gauche. « Regarde », dit Viviane, en pointant vers le sol. Les planches de bois étaient creusées de sillons profonds sur le côté gauche, comme si des objets lourds avaient glissé dans cette direction pendant des années. « Qu'est-ce qui a causé ça ?» j'ai demandé. « Viens, je vais te montrer. » Viviane m'a guidé vers l'arrière de la cabane. Il y avait un couloir étroit et au bout, une porte. Cette porte était différente des autres. Elle était en métal renforcé, avec 3 verrous massifs, et elle penchait si fortement qu'on aurait dit qu'elle allait se détacher de ses gonds. « C'est cette pièce, » dit Viviane doucement, « qui fait que toute la cabane penche. » Mon cœur battait la chamade. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Viviane a sorti un trousseau de 3 clés plus petites. Ma grand-mère, Elisabeth Moreau, était une femme extraordinaire. Elle a vécu pendant la Première Guerre mondiale, la Révolution de 1789, l'Empire, la Restauration. Elle a survécu à tout. Et pendant toutes ces années, elle a collectionné des choses. Quel genre de choses?
Des choses précieuses, des choses qu'elle cachait pour les protéger des guerres, des pillages, des révolutions. Viviane a commencé à déverrouiller les 3 serrures, une par une. Clic, clic, clic. Quand elle est morte en 1932, elle a laissé cette cabane et tout son contenu à ma mère. Ma mère ne l'a jamais touchée. Elle avait peur de ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis ma mère est morte, et ça m'est revenu. Et moi aussi j'ai eu peur. Peur de ce que mes proches feraient s'ils savaient. Le dernier verrou s'est ouvert. Viviane s'est tournée vers moi. Mais je n'ai plus peur maintenant, parce que je sais que toi, tu utiliseras ça pour le bien, pour tes enfants, pour construire quelque chose de bon. Elle a poussé la porte. Et ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. La pièce faisait environ 3 mètres sur 4. Mais chaque centimètre était rempli. Des coffres, des caisses, des étagères pliantes sous le poids de leur contenu. Et partout, l'éclat mat de l'or et de l'argent. Mon Dieu, j'ai murmuré, incapable de former d'autres mots. Viviane est entrée et a ouvert le premier coffre. Il était rempli de pièces d'or, des centaines, peut-être des milliers de pièces anciennes, certaines si vieilles que je ne pouvais même pas lire les inscriptions. Napoléon, dit Viviane en prenant une. Louis d'or. Écus. Pistoles espagnols. Ma grand-mère les collectionnait depuis qu'elle était enfant. Elle a ouvert un autre coffre. Celui-ci contenait des bijoux, des colliers de perles grosses comme des cerises, des bagues avec des diamants qui captaient la lumière filtrant par les volets cassés, des bracelets d'or travaillés avec une délicatesse incroyable. Bijoux de l'Ancien Régime, murmura Viviane, sauvés de la Révolution. Des familles nobles qui fuyaient la guillotine les vendaient pour presque rien. Ma grand-mère les achetait. Elle les gardait en sécurité. Un 3e coffre contenait de l'argenterie, des couverts, des plats, des chandeliers, tous en argent massif, certains avec des armoiries gravées. Mais ce n'était pas tout. Sur les étagères, il y avait des livres anciens reliés en cuir, certains si vieux que les pages étaient jaunes et cassantes. Premières éditions, dit Viviane en caressant doucement un volume. Voltaire, Rousseau, Diderot. Certains interdits pendant la Révolution. Ma grand-mère les a sauvés des autodafés. Il y avait aussi des tableaux enroulés dans des toiles protectrices. Viviane en a déroulé un avec précaution. C'était un portrait d'une femme noble du XVIIIe siècle, peint dans un style qui me rappelait les musées que j'avais visités une fois avec Henri. École française, probablement un élève de Boucher, dit Viviane. Ça vaut une fortune, et il y en a 15 autres. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas respirer. C'était impossible, ça ne pouvait pas être réel. Viviane, j'ai finalement réussi à articuler. C'est une fortune, des millions de francs. Plus que ça, dit-elle calmement. J'ai fait évaluer secrètement quelques pièces par un expert à Paris l'année dernière. Sa estimation conservative était de 15 millions de francs, et c'est probablement sous-évalué. 15 millions. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise lourdement sur un coffre fermé. Je ne peux pas accepter ça. C'est trop. C'est à toi, interrompit Viviane fermement. Les papiers sont signés. C'est légal. Tu es la propriétaire légitime de cette cabane et de tout son contenu. Mais votre famille, vos enfants... Le visage de Viviane s'est durci. Ma famille. Mon fils Augustin ne pense qu'à l'argent. Ma fille Béatrice elle est malade, Marguerite. Très malade. Et mes petits-enfants sont trop jeunes. Si je leur donnais ça maintenant, Augustin le gaspillerait en moins d'1 an. Elle s'est agenouillée à côté de moi. Mais toi, tu as 4 enfants qui méritent une chance dans la vie. Tu as sacrifié ta dignité, ta santé, tout pour les nourrir. Et tu as risqué ta vie pour sauver mon petit-fils. Si quelqu'un mérite ce trésor, c'est toi. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Mais comment je vais même commencer à... Lentement, dit Viviane. Très lentement et très discrètement. Je vais t'aider. J'ai des contacts. Des marchands d'art, des collectionneurs, des antiquaires qui ne posent pas de questions. Tu vendras une pièce à la fois, jamais trop.
Jamais assez pour attirer l'attention. Elle a serré mes mains dans les siennes. Tu construiras une nouvelle vie pour toi et tes enfants, petit à petit, et personne ne saura jamais d'où vient l'argent. Nous sommes restés dans cette pièce pendant 2 heures. Viviane m'a expliqué tout. Comment sa grand-mère avait accumulé ce trésor sur 60 ans. Comment elle l'avait caché pendant la guerre, pendant l'occupation allemande, pendant les périodes de troubles. Le poids de tout ça, dit Viviane en tapotant un coffre rempli d'or, c'est ce qui fait pencher la cabane. Les fondations du côté se sont enfoncées sous le poids au fil des décennies. Mais structurellement, la cabane est solide. Mon grand-père était ingénieur. Il l'a construite pour durer des siècles. Et personne ne sait. Personne. Ma grand-mère a emporté le secret dans sa tombe. Ma mère était trop heureuse pour même venir ici. Et moi, elle a souri tristement. J'ai gardé le secret pendant 20 ans attendant la bonne personne. Et si quelqu'un découvre? Qui découvrira? Viviane a haussé les épaules. Les villageois pensent que cette cabane est maudite. Personne ne s'approche d'ici. Et maintenant qu'elle est officiellement à ton nom, tu es la seule à avoir le droit d'y entrer. Elle a sorti un document de son sac. Voici l'acte de propriété. J'ai ajouté une clause spéciale. La propriété est protégée contre toute saisie ou expropriation. Même si tu t'endettais, même si tu commettais un crime, cette cabane et son contenu resteraient à toi. C'est ironclat, comme disent les Anglais. J'ai pris le document avec des mains tremblantes. Propriétaire, Marguerite Delacroix. Mon nom, en lettres officielles. Maintenant, continua Viviane d'un ton businesslike, voici ce que tu vas faire. D'abord, tu ne dis rien à personne, pas même à tes enfants, pas encore. Mais, fais-moi confiance. Si tes enfants savent, ils pourraient parler par accident. Et les secrets se propagent plus vite que la peste dans un village. Elle avait raison. Deuxièmement, tu prends le poste de gouvernante à Paris que je t'ai offert. Tu l'occupes pendant 6 mois. Pendant ce temps, tu vendras 1 ou 2 pièces du trésor à mes contacts. Discrètement. Ça te donnera assez d'argent pour acheter une petite maison dans un autre village, loin d'ici. Pourquoi loin d'ici? Parce que si tu restes à Compiègne, et que soudainement tu as de l'argent, les gens vont poser des questions. Ils vont fouiller. Ils vont découvrir. Ça avait du sens. Une fois installé ailleurs, tu continues à vendre des pièces petit à petit. Tu investis l'argent intelligemment. Tu envoies tes enfants dans de bonnes écoles. Tu construis une vie normale, confortable, mais pas ostentatoire. Compris? Oui. Et cette cabane? Viviane a regardé autour d'elle. Tu la gardes. Tu viens ici 1 fois par mois, peut-être, pour vérifier que tout va bien. Mais sinon, tu la laisses tranquille. Laisse les gens continuer à croire qu'elle est maudite. C'est la meilleure protection. J'ai hoché la tête, absorbant tout. Viviane, j'ai dit doucement, pourquoi faites-vous vraiment tout ça? Elle a détourné les yeux. Tu te souviens de la petite fille dans la chambre rose? Mon sang s'est glacé. Oui. C'est la fille de Béatrice, ma petite fille. Elle s'appelle Sophie. Mais pourquoi est-elle enfermée? Le visage de Viviane s'est tordu de douleur. Parce que Béatrice était trop jeune quand elle est tombée enceinte. 16 ans. Le père était... Elle a serré les dents. Le père était mon mari, Édouard. Le monde s'est arrêté de tourner. Édouard a violé ma fille pendant des années, depuis qu'elle avait 12 ans. Et quand elle est tombée enceinte, nous avons caché la grossesse. Nous avons dit qu'elle étudiait en Suisse. Elle a accouché en secret, et nous avons gardé le bébé caché. Des larmes coulaient librement sur son visage maintenant. Je suis un monstre, Marguerite. J'ai permis tout ça. J'ai gardé le silence. J'ai enfermé ma propre petite fille pour protéger notre réputation. Et Béatrice? Béatrice est devenue folle de culpabilité et de honte. Elle s'est effondrée contre le mur, sanglotant. Alors oui, je te donne tout ça parce que j'ai une dette envers toi. Mais aussi parce que je veux faire au moins une bonne chose avant de mourir. Une chose qui rachète un peu l'horreur de ce que j'ai permis. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai pris cette femme brisée dans mes bras. Sophie, j'ai murmuré. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je vais la sortir de cette maison.
dit Viviane avec une détermination féroce. J'ai déjà des plans. Une famille en Bretagne qui va l'adopter. Des gens bons. Elle aura une vraie vie. Loin d'Édouard. Loin de moi. Loin de tout ça. Je suis rentré au village avec la tête pleine de secrets qui pesaient plus lourd que tout l'or caché dans la cabane tordue. Mes enfants m'ont accueilli avec des questions. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé au manoir ? Madame Beaumont t'a vraiment donné tout cet argent ? C'est vrai qu'on va partir à Paris ? » J'ai répondu avec des demi-vérités. Oui, Madame Beaumont était reconnaissante. Oui, nous allions à Paris. Oui, notre vie allait changer. Mais je ne leur ai pas parlé de la cabane. Pas encore. Philippe, mon fils aîné, me regardait avec suspicion. « Maman, il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas, mon chéri. Mais faites-moi confiance. Tout va bien se passer. » Mais tout n'allait pas bien se passer. Parce que dans un village comme Compiègne, les bonnes nouvelles voyagent vite et la jalousie voyage encore plus vite. Les rumeurs ont commencé le dimanche suivant. Je suis allé à la messe pour la première fois depuis des mois. J'avais mis ma plus belle robe, qui était quand même usée et rapiécée, et j'avais les enfants avec moi. Les murmures ont commencé dès que nous sommes entrés. C'est elle, la veuve de la Croix, celle qui a sauvé le petit Beaumont. Ils disent qu'elle a reçu une fortune. Ils disent qu'elle part à Paris. Qui se prend-elle ? Elle n'est qu'une domestique. Après la messe, sur le parvis, Madame Rousseau, mon ancienne meilleure amie, s'est approchée avec 3 autres femmes du village. « Alors, Marguerite, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, on nous dit que tu as eu beaucoup de chance dernièrement. J'ai eu la chance de sauver la vie d'un enfant, oui. Et maintenant les Beaumont te couvrent d'or et de cadeaux, comme c'est généreux de leur part. » Le ton était venimeux. Ils ont été reconnaissants, oui. Reconnaissants, répéta Madame Dupont, une autre commère. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant ? Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Oh, je pense que si, dit Madame Rousseau en se rapprochant. Une pauvre veuve qui travaille dans une grande maison, un riche patron, des cadeaux généreux. Ça sent la combine à plein nez. Mon sang bouillait. Comment osez-vous ? Nous osons parce que nous avons des yeux, cracha Madame Dupont. Nous savons comment les choses fonctionnent. Les femmes comme toi ne reçoivent pas de fortune juste pour avoir sauté dans un étang. Ma mère n'a rien fait de mal. C'était Philippe qui avait crié. Mon fils de 17 ans, le visage rouge de colère, les poings serrés. Philippe, calme-toi, j'ai dit doucement. Non. Il s'est tourné vers les femmes. Vous passez votre temps à salir le nom de ma mère. Vous dites qu'elle est une traînée, qu'elle vend son corps, qu'elle est indigne. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, à part rester assise sur vos gros derrières à médire sur tout le monde ? Philippe ? Mais il ne s'est pas arrêté. Ma mère a travaillé 14 heures par jour pour nous nourrir. Elle a supporté les humiliations. Elle a risqué sa vie pour sauver un enfant. Et vous ? Qu'est-ce que vous avez fait d'autre que rester dans vos petites vies misérables à juger les autres ? Le silence était complet. Madame Rousseau était devenue violette de rage. « Ton fils est aussi insolent que toi, Marguerite. Mon fils dit la vérité. Et maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des choses à faire. » J'ai pris Philippe par le bras et nous sommes partis, suivis par Céline et les jumeaux. Mais derrière nous, j'entendais les murmures venimeux reprendre de plus belle. Incroyable. L'arrogance. Elle va le regretter. Le vrai danger n'est pas venu des commères du village. Il est venu de la famille de Viviane. Un mardi soir, alors que je préparais nos affaires pour le départ à Paris prévu pour le mois suivant, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était un homme d'environ 35 ans, bien habillé, avec des cheveux noirs lissés en arrière et un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Madame Delacroix ? » ?»« Oui ? Je m'appelle Julien Moreau. Je suis le neveu de Madame Beaumont. Mon estomac s'est noué. Que puis-je faire pour vous ? Puis-je entrer ? C'est une affaire délicate. » J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte plus largement. Il est entré, regardant autour de lui avec un dégoût à peine dissimulé. Notre petite maison avec ses meubles usés, ses murs qui s'écaillaient, devait lui sembler misérable. Ma tante,
dit-il en s'asseyant sans invitation, m'a informé qu'elle vous a fait certains cadeaux. C'est entre elle et moi. Pas vraiment, non. Son sourire s'est élargi. Vous voyez, ma tante est âgée. Elle a 72 ans, et parfois les personnes âgées prennent des décisions irrationnelles. Où voulez-vous en venir? J'en viens au fait que ma tante vous a donné une propriété qui appartient à la famille Moreau depuis des générations. Une propriété qui devrait revenir à ses héritiers légitimes, moi et ma sœur Hélène, et non à une étrangère. Les papiers sont légaux et signés. Les papiers peuvent être contestés. Il s'est penché en avant, surtout si nous pouvons prouver que ma tante n'était pas dans son état normal quand elle les a signés. Le traumatisme de voir son petit-fils presque se noyer, le stress, l'émotion. Un bon avocat pourrait facilement argumenter qu'elle était sous influence émotionnelle excessive. Mon cœur battait vite, mais je gardais mon visage neutre. Que voulez-vous? Je veux que vous renonciez à cette propriété. En échange, je vous offre... Il a sorti une enveloppe de sa poche. 5 000 francs, cash, maintenant. 5 000 francs. C'était une fortune pour quelqu'un dans ma position, mais je savais ce qu'il y avait dans cette cabane. 15 millions de francs au minimum. Non. Le sourire de Julien a disparu. Pardon? J'ai dit non. Madame Beaumont m'a donné cette propriété en toute connaissance de cause. Je ne vais pas la rendre. Vous faites une erreur. C'est vous qui faites une erreur en venant me menacer chez moi. Julien s'est levé lentement. Très bien. Vous voulez jouer difficile. Mais sachez que ma sœur et moi, nous avons des ressources, des avocats, des connexions. Nous allons faire de votre vie un enfer jusqu'à ce que vous rendiez ce qui nous appartient. Sortez de ma maison. Avec plaisir. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Oh, et une dernière chose. Cette cabane dont vous êtes si fiers, les gens du village disent qu'elle est maudite, qu'elle penche de façon dangereuse, qu'elle pourrait s'effondrer à tout moment. Ce serait dommage si quelqu'un alertait les autorités, s'il venait l'inspecter, s'il la déclarait dangereuse et la démolissait. La menace était claire. Vous n'oseriez pas. Essayez-moi. Il est parti, me laissant tremblante de rage et de peur. 3 jours après la visite de Julien Moreau, je me suis réveillé à 3 heures du matin avec le sentiment que quelque chose n'allait pas. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendu sans bruit. Par la fenêtre, j'ai vu une lueur orange au loin, vers la forêt, vers la cabane. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru réveiller Philippe. « Habille-toi. Vite. Prends ta bicyclette. Maman, qu'est-ce qui se passe? Fais ce que je te dis. » Nous avons pédalé comme des fous dans la nuit, suivant le chemin forestier à la lumière de la lune. Et quand nous sommes arrivés à la clairière, j'ai vu ce que je craignais. Quelqu'un avait mis le feu aux broussailles autour de la cabane. Les flammes léchaient le bois sec de l'automne, se rapprochant dangereusement de la structure. « Philippe, il faut éteindre ça !» Nous avons travaillé comme des déments, utilisant nos vestes pour battre les flammes, arrachant les broussailles enflammées et les jetant loin de la cabane. Cela a pris 1 heure. 1 heure de fumée, de chaleur, de terreur. Mais nous avons réussi. Le feu était éteint. La cabane était sauve. Mais juste sauve. Certaines planches extérieures avaient brûlé. La fumée avait noirci les murs de pierre. « Maman ?» dit Philippe, le visage noir de suie. C'était volontaire. « Je sais. Qui a fait ça ? Les neveux de Madame Beaumont. Ou quelqu'un qu'ils ont payé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette cabane qui vaut la peine de... » Il s'est arrêté, me regardant. « Il y a quelque chose là-dedans, n'est-ce pas? Quelque chose de précieux. » Je ne pouvais plus mentir. « Oui. » « Quoi? » « Assieds-toi, Philippe. Il faut que je te raconte tout. » Là, dans la lueur grise de l'aube, assis sur une souche d'arbre devant la cabane tordue, j'ai tout raconté à mon fils. Le trésor, l'or, les bijoux, les tableaux, les 15 millions de francs cachés dans la pièce secrète. Philippe m'a écouté en silence, ses yeux s'élargissant de plus en plus. Quand j'ai terminé, il a murmuré « Mon Dieu, tu comprends maintenant pourquoi personne ne doit savoir ? Oui, mais maman,
Il a regardé la cabane endommagée. Si ces hommes sont prêts à brûler la cabane pour te faire partir, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils découvriront ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? C'était exactement la question qui me terrifiait. Je ne sais pas. Il faut protéger ça. Il faut... Philippe a réfléchi intensément. Il faut que personne ne puisse entrer ici. Des cadenas plus forts. Des pièges peut-être. Des pièges? Juste pour faire peur. Pas pour blesser, mais assez pour que si quelqu'un essaie d'entrer de force, il réfléchisse à 2 fois. Mon fils de 17 ans était en train de planifier la défense d'un trésor de 15 millions de francs. Comment notre vie avait-elle basculé à ce point en si peu de temps? D'accord, j'ai dit finalement. Mais d'abord, nous allons à Paris comme prévu. Nous nous installons, nous laissons les choses se calmer. Et dans quelques mois, quand tout le monde aura oublié, nous reviendrons, nous sécuriserons tout, et nous commencerons à vendre très lentement, très prudemment. Et les neveux? Madame Beaumont va s'en occuper, elle m'a promis. Mais même en disant ça, je n'étais pas sûr. Parce que des gens comme Julien Moreau ne renoncent jamais. Pas quand il y a de l'argent en jeu. Pas quand ils sentent qu'ils ont été floués. Ils reviendraient, j'en étais certaine. La seule question était « quand ?» Nous sommes partis pour Paris le 1er novembre 1974. Une nouvelle vie, une nouvelle chance. La famille Dubois, chez qui j'allais travailler comme gouvernante, habitait dans le 16e arrondissement. Une belle maison de ville avec jardin, 4 enfants bien élevés et des patrons qui me traitaient avec respect. Quel contraste avec les Beaumont. Madame Dubois me disait « s'il vous plaît » et « merci ». Elle me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Elle s'assurait que mes enfants étaient bien installés dans les chambres de service qu'elle nous avait données. Mes 4 enfants ont été inscrits dans de bonnes écoles. Philippe a pu reprendre ses études. Il voulait devenir professeur de littérature. Céline a découvert une passion pour les mathématiques. Les jumeaux Marc et Luc se sont épanouis, faisant des amis, jouant au football dans le parc. Et moi, pour la première fois en 2 ans, j'ai pu respirer. Mais je n'ai pas oublié la cabane. Chaque nuit, je rêvais d'elle, de son inclinaison étrange, du trésor caché derrière les portes métalliques, des menaces de Julien Moreau. En décembre, j'ai vendu ma première pièce, un collier de perles anciennes. Viviane m'avait mise en contact avec un antiquaire discret du Marais, Monsieur Léon Goldstein, un homme de 70 ans avec des lunettes épaisses et des mains qui tremblèrent légèrement. Madame Delacroix, il a dit en examinant le collier à la loupe, ceci est exceptionnel. Perles naturelles du Japon, monture en platine, travail art nouveau. 1890, je dirais. Et combien? Pour vous, parce que Madame Beaumont vous recommande, je peux offrir 40 000 francs. 40 000 francs. Pour un seul collier. J'ai accepté. Avec cet argent, j'ai fait 3 choses. Premièrement, j'ai acheté de bons vêtements pour mes enfants. Plus de haillons, plus de chaussures trouées. Ils méritaient de marcher la tête haute. Deuxièmement, j'ai ouvert un compte bancaire secret, sous un nom légèrement différent. Marguerite Delacour au lieu de Delacroix. J'y ai déposé 30 000 francs. Troisièmement, j'ai payé un avocat pour vérifier que les papiers de la cabane étaient absolument indiscutables. Ils l'étaient. Maître Bertrand, l'avocat, m'a assuré que même si les neveux Moreau contestaient le transfert de propriété, ils n'avaient aucune chance de gagner. Les papiers sont parfaits, madame. Notariés, enregistrés avec témoins. Cette propriété est à vous, légalement et définitivement. La lettre est arrivée un mardi matin de janvier. Une enveloppe épaisse, crème, avec mon nom écrit à la plume. Pas d'adresse de retour. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Chère Madame Delacroix, j'espère que vous profitez bien de votre nouvelle vie à Paris. Quel changement pour une simple domestique, n'est-ce pas? Mais ne vous y habituez pas trop. Ma sœur Hélène et moi avons engagé les meilleurs avocats de Paris. Nous allons prouver que ma tante n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales quand elle vous a donné cette propriété. Nous allons prouver que vous l'avez manipulée, que vous avez profité d'une vieille femme traumatisée. Et quand nous aurons gagné, et nous allons gagner, nous récupérerons ce qui nous appartient de droit. En attendant, je vous conseille de ne pas vous approcher de cette cabane. Des accidents peuvent arriver dans les endroits isolés. Des feux,
des effondrements. Ce serait dommage si vous vous trouviez à l'intérieur au mauvais moment. Cordialement, Julien Moreau. J'ai relu la lettre 3 fois. C'était une menace à peine voilée. J'ai immédiatement écrit à Viviane. Sa réponse est arrivée 1 semaine plus tard. Ma chère Marguerite, ne t'inquiète pas pour Julien et Hélène. Je m'en occupe. J'ai changé mon testament. Tout ce que je possède, le manoir, les usines textiles, mes comptes bancaires, ira à des œuvres caritatives quand je mourrai. Mes neveux n'auront rien. Je leur ai envoyé une copie du Nouveau Testament hier. Julien a téléphoné en hurlant pendant 20 minutes. C'était assez satisfaisant, je dois l'avouer. Mais attention Marguerite, des gens désespérés font des choses désespérées. Sois prudente. Avec toute mon affection, Viviane. En février, je suis retourné à Compiègne pour vérifier la cabane. J'y suis allé seul, un samedi matin, en train. C'était une erreur. J'aurais dû emmener Philippe. J'aurais dû dire à quelqu'un où j'allais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai marché depuis la gare jusqu'à la forêt, suivant le chemin que je connaissais maintenant par cœur. La cabane était toujours là, penchée, silencieuse, gardant ses secrets. J'ai ouvert les cadenas que Philippe et moi avions installés. J'ai vérifié que tout était intact. Le trésor était toujours là, intact. Sûr. Je suis resté dans la pièce secrète pendant 1 heure, prenant l'inventaire mental, planifiant quelle pièce vendre ensuite. C'est en sortant que ça s'est passé. 2 hommes m'attendaient dehors. Des hommes que je n'avais jamais vus. Grands, costauds, habillés en ouvriers. Mais leurs yeux étaient froids, calculateurs. « Madame Delacroix ?» Mon sang s'est glacé. « Qui êtes-vous » ? « Des amis de Monsieur Moreau. Il aimerait avoir une conversation avec vous. » Je n'ai rien à lui dire. Ce n'était pas une demande. Le plus grand des deux a fait un pas vers moi. J'ai couru. Je ne sais pas d'où m'est venue cette énergie, mais j'ai couru comme je n'avais jamais couru de ma vie. À travers les bois, sautant par-dessus les racines, esquivant les branches. Derrière moi, j'entendais leurs pas lourds, leur respiration haletante. « Arrêtez-vous !» J'ai continué à courir. Mon cœur allait exploser. Mes poumons brûlaient. Mais je ne me suis pas arrêté. Et puis, miracle, j'ai vu une route. Une voiture qui passait. J'ai jailli des bois en hurlant, agitant les bras comme une folle. La voiture s'est arrêtée dans un crissement de pneus. C'était un couple âgé, retraité en balade. « Madame, qu'est-ce qui se passe ? S'il vous plaît. » J'étais à bout de souffle. « Emmenez-moi. Il y a des hommes qui me poursuivent. » Le mari a regardé vers la forêt. Les 2 hommes étaient sortis des arbres, mais en voyant les témoins, ils se sont arrêtés. « Montez !» dit le mari en ouvrant la portière arrière. Je suis monté. La voiture a démarré. Dans le rétroviseur, j'ai vu les 2 hommes nous regarder partir, immobiles, menaçants. Cette nuit-là, de retour à Paris, j'ai pris une décision. J'ai réuni mes 4 enfants dans notre petite chambre de service. Il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose d'important. Et je leur ai tout raconté. Le trésor. Les 15 millions de francs. Les menaces des neveux Moreau. L'embuscade. Tout. Céline, ma fille de 15 ans, a pleuré. « Maman, c'est trop dangereux. Laisse tomber. On n'a pas besoin de cet argent. »« Si, nous en avons besoin, » dit Philippe fermement. « Pas pour survivre, mais pour vivre. Pour avoir les mêmes chances que les autres. Pour que Marc et Luc puissent aller à l'université. Pour que tu puisses devenir médecin comme tu le rêves. » Les jumeaux, maintenant âgés de 12 ans, écoutaient avec des yeux ronds. « Qu'est-ce qu'on fait, maman ?» demanda Marc. « On se bat, j'ai dit, mais intelligemment. » Pendant les 3 mois suivants, nous avons mis en place un système de défense élaboré. Philippe est retourné à Compiègne chaque week-end avec 2 de ses amis de l'université, de grands gars solides qui étudiaient en l'ingénierie. Ils ont renforcé la cabane, installé des barres métalliques aux fenêtres, changé tous les cadenas pour des modèles militaires impossibles à forcer, créé un système d'alarme rudimentaire avec des fils et des cloches qui sonneraient si quelqu'un essayait d'entrer de force. Et surtout, ils ont déplacé le trésor. Pas tout. Ce n'était pas possible. Mais les pièces les plus précieuses, les peintures, les bijoux les plus rares, les documents les plus précieux, nous les avons transportés à Paris et loué un coffre-fort à la banque. Comme ça,
expliqua Philippe. Même s'ils arrivent à entrer dans la cabane, ils ne trouveront que les pièces d'or et d'argent. C'est précieux, mais pas autant que les autres choses. Et surtout, ça prouvera que nous protégeons un trésor historique, pas que nous le volons. Mon fils était devenu un stratège. Pendant ce temps, j'ai continué à vendre des pièces. Un tableau, 2 bagues, un service en argent. Toujours via M. Goldstein, toujours discrètement. À la fin juin 1975, j'avais accumulé 120 000 francs. Une fortune. J'ai acheté une petite maison dans un village près de Fontainebleau, loin de Compiègne, loin de Paris. Un endroit tranquille où personne ne nous connaissait. La maison avait 4 chambres, un jardin, une vraie cuisine. La première maison que nous possédions vraiment. Mes enfants ont pleuré de joie quand ils l'ont vue. L'attaque est venue un dimanche soir de juillet. Philippe était à la cabane faisant sa vérification hebdomadaire habituelle. À 23 heures, le téléphone a sonné dans notre nouvelle maison. C'était un appel de la gendarmerie de Compiègne. « Madame Delacroix, votre fils a été agressé. Il est à l'hôpital. » Le monde s'est arrêté. « Quoi? Comment? » 3 hommes l'ont attaqué près d'une cabane dans les bois. Ils l'ont frappé. Il a des côtes cassées, le nez fracturé, mais il va s'en sortir. J'arrive. J'ai conduit toute la nuit. J'avais appris à conduire et acheté une vieille Peugeot avec l'argent du trésor. À l'hôpital de Compiègne, j'ai trouvé mon fils. Mon beau Philippe, 18 ans maintenant, le visage tuméfié, couvert de bandages. « Maman », il a murmuré quand je suis entré, « je suis désolé. » « Désolé de quoi? Ce n'est pas ta faute. Ils voulaient les clés de la cabane. Ils m'ont frappé jusqu'à ce que je les donne. » Mon cœur s'est serré. Les neveux Moreau? Je ne sais pas. Ils portèrent des masques? Mais l'un d'eux... Philippe a fermé les yeux, se souvenant. L'un d'eux a dit « Dis à ta mère qu'elle aurait dû accepter l'offre quand elle en avait l'occasion. Maintenant, on prend tout. » J'ai attrapé le téléphone de l'hôpital et j'ai appelé la gendarmerie. Il faut aller à la cabane maintenant. Ils sont peut-être encore là-bas. Les gendarmes sont arrivés à la cabane 40 minutes plus tard. Trop tard. La porte avait été forcée, les cadenas brisés à la masse, les fenêtres défoncées. Mais quand ils sont entrés dans la pièce secrète, elle était presque vide. Les pièces d'or étaient toujours là, trop lourdes et trop nombreuses pour être transportées rapidement. Mais tout le reste, tout ce que nous n'avions pas déjà déménagé, avait disparu. Des bijoux, des manuscrits, certaines des petites peintures. Valeur estimée, 2 millions de francs. C'était un désastre. Mais ça aurait pu être pire. Beaucoup pire. Parce que les 13 millions restants étaient en sécurité à Paris, dans notre coffre-fort. Le lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai engagé le meilleur avocat pénal de Paris. Maître François Duval. 55 ans, brillant, impitoyable. Il coûtait une fortune, mais j'avais maintenant une fortune. Madame Delacroix, dit-il après avoir écouté mon histoire, vous avez été l'objet d'une conspiration criminelle. Agression, vol avec effraction, menace de mort. C'est très grave. Je veux qu'ils paient. Ils paieront. Mais d'abord, il faut les identifier formellement. Votre fils peut-il reconnaître les voix? Peut-être. Et Madame Beaumont, elle témoignerait contre ses neveux? Je pense que oui. Viviane a fait mieux que témoigner. Elle a engagé un détective privé. Un ancien policier de la brigade criminelle qui a suivi Julien et Hélène Moreau pendant 3 semaines. Il a découvert qu'ils avaient vendu certains des objets volés à un receleur à Marseille. Preuves photographiques, documents, tout. Le 15 septembre 1975, Julien et Hélène Moreau ont été arrêtés, ainsi que les 3 hommes qu'ils avaient engagés pour attaquer Philippe et voler la cabane. Le procès a duré 3 semaines en janvier 1976. J'ai témoigné. Philippe a témoigné. Viviane a témoigné. Le détective a présenté ses preuves. Le verdict est tombé le 29 janvier 1976. Julien Moreau, 5 ans de prison. Hélène Moreau, 3 ans de prison. Les 3 complices, 2 ans chacun. Et restitution complète des objets volés qui avaient été récupérés. 25 ans ont passé.
25 années de paix, de prospérité, de bonheur. Aujourd'hui, en septembre 1999, je me tiens devant la cabane tordue. Elle a été restaurée depuis longtemps. Les murs ont été renforcés, le toit réparé. Mais nous avons gardé l'inclinaison caractéristique, parce que c'est ce qui la rend spéciale. Ma famille est avec moi. Philippe, maintenant 43 ans, est professeur de littérature à la Sorbonne. Marié, 3 enfants. Céline, 41 ans, est médecin, pédiatre. Elle sauve des vies chaque jour. Marc et Luc, 37 ans, ont ouvert ensemble une entreprise de construction. Ils emploient 50 personnes. Tous mes enfants sont heureux, éduqués, prospères. Et j'ai 12 petits-enfants qui courent autour de la cabane, jouant, riant. « Mamie ?» demande la petite Amélie, 6 ans. « Pourquoi la maison est penchée ?» Je m'agenouille à côté d'elle. Parce que parfois, les choses les plus précieuses de la vie sont si lourdes qu'elles font plier le monde autour d'elles. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Je ne comprends pas. Tu comprendras un jour, ma chérie. Viviane Beaumont est morte en 1985, à 92 ans, paisiblement dans son sommeil. Elle m'a laissé une dernière lettre. Je la garde dans mon cœur. Ma chère Marguerite, si tu lis ceci, je suis morte. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu trop longtemps et j'ai fait trop d'erreurs. Mais toi, tu étais ma rédemption. Tu étais la preuve que même les âmes les plus corrompues peuvent faire au moins une chose juste avant de mourir. Utilise ce trésor avec sagesse. Tu l'as toujours fait. Continue, et souviens-toi, ce n'était pas le trésor qui était important. C'était ton cœur, ta bonté, ton courage. C'est ça, le vrai trésor. Avec tout mon amour, Viviane. Je suis Marguerite Delacroix. J'ai 68 ans. Il y a 25 ans, on m'a donné une cabane tordue en remerciement d'avoir sauvé la vie d'un enfant. Cette cabane contenait un secret qui a changé ma vie et celle de mes enfants. Mais ce n'est pas l'or qui nous a sauvés. Ce n'est pas l'argent. C'est la dignité, le travail, la persévérance. C'est le fait de ne jamais abandonner, même quand le monde entier vous humilie. C'est le fait de rester bon, même quand la vie est cruelle. Le trésor de la cabane tordue était réel. Mais le vrai trésor était en moi depuis le début. Il était dans mon cœur de mère qui aurait tout sacrifié pour ses enfants. Il était dans mon courage qui m'a fait sauter dans cet étang sans hésiter. Il était dans ma bonté qui a touché le cœur d'une femme riche et solitaire. Aujourd'hui, je suis riche. Mes enfants sont éduqués et heureux. Mes petits-enfants ne connaîtront jamais la fin que j'ai connue. Mais je ne leur parle pas d'argent. Je leur parle de dignité, de courage, de bonté, parce que ce sont les seuls trésors qui comptent vraiment. Les seuls qui ne peuvent jamais être volés. Et quand ils me demandent pourquoi la cabane est tordue, je leur dis la vérité. Parfois, porter un grand secret fait plier le monde autour de vous. Mais ce n'est pas un défaut, c'est la preuve que vous portez quelque chose de précieux. Et vous, mes enfants, vous portez le plus précieux de tous les trésors. L'amour. L'amour d'une famille qui s'est battue ensemble, qui a souffert ensemble, et qui a triomphé ensemble. C'est ça, le secret de la cabane tordue. C'est ça, le seul trésor qui compte.